Il y a en France une petite entreprise qui transforme l'ail, les oignons, les échalotes et qui en fait des ingrédients pour l'industrie agroalimentaire. Cette entreprise, elle s'appelle Rochia. Elle est située dans le Puy-de-Dôme, au sud de Clermont-Ferrand. Et il y a 3 ans, elle a été reprise par 2 amis, convaincus que face à une concurrence massivement chinoise, il y avait de la place pour les produits locaux. Bonjour Thierry Sclapari. Bonjour. Vous avez repris Rochia avec votre associé Éric Villain. Vous êtes les lauréats du trophée du repreneuriat dans la catégorie RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, parce que vous avez mené des gros travaux dans votre usine pour réduire la consommation d'énergie et pour améliorer les conditions de travail. Vous allez nous raconter tout ça. Avec vous également, Jérôme Lamotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché des entreprises et des ingénieries chez Banque Populaire qui est vraiment la banque des entreprises en France, puisque vous êtes la banque de quasiment une entreprise sur 2 en France. Et vous êtes donc le partenaire de ce trophée, de ce prix RSE. Et bonjour Michel Nicoulin. Bonjour. Vous êtes délégué du CRA, vous êtes donc l'un des 240 délégués bénévoles qui sont présents partout en France pour accompagner, conseiller les repreneurs et les cédants d'entreprises. Merci beaucoup d'être là. Racontez-nous donc, Thierry, nous sommes en 2018, vous buvez une bière avec votre copain et collègue Éric, oui. Et ensemble, vous vous dites, vous êtes donc salarié d'un même grand groupe, un sucrier, un gros sucrier français, et vous vous dites, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut, non, tout à fait. On veut servir à quelque chose, on veut prendre des décisions, on veut être maître de notre destin. Et donc on s'est dit, on ne peut pas rester là où on est. L'âge avançant rapidement, on s'est dit c'était le bon moment. Vous aviez quel âge ? Il y a 3 ans, j'avais 54 ans. Et donc, il était effectivement temps, et Éric en a 2 de moins. Enfin bon, on est dans le même panier. Et donc, on s'est dit que c'était le moment de s'attaquer à quelque chose de différent. On avait tous les deux une grande expérience, en tout cas longue expérience dans les grands groupes internationaux. Et donc, on s'est dit qu'il fallait mettre à profit notre expérience pour nous-mêmes et pour les gens qui travailleraient pour nous et pour la société, si on était capable de le faire. Ça part souvent de là, finalement, une démarche de reprise d'entreprise. Une bière avec un copain où on se dit j'aimerais bien faire ci ou ça, mais après, il faut le faire, quoi. Il faut se lancer, non ? Ça part souvent de là ? Oui, ça part souvent de là. Et puis pour ce qui concerne Thierry et Éric, c'est parti, j'ai regardé tout à l'heure, la première fois qu'on s'est rencontrés, 2 décembre 2018, le début d'un projet de reprise absolument exemplaire. Et ce que je pourrais dire avec tous les repreneurs que nous accompagnons, c'est que moi, ça fait 10 ans que je suis au CRA. Et j'ai rarement vu 2 amis aussi alignés sur les objectifs de vie, les objectifs professionnels, sur leur projet d'entreprise. Et donc, ça a été pendant 1 an des contacts assez fréquents pour accompagner Éric et Thierry dans leur reprise. Ça a été passionnant et je ne suis pas surpris du tout, pour ce qui me concerne, de tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont repris. Jérôme, il faut oser franchir ce cap ? Très clairement, alors on dit que ça part souvent de là, donc d'une idée, d'une rencontre en l'occurrence, mais ce n'est que le début, parce que le plus dur, c'est quand même l'exécution. Hein. Les idées, on en a tous les jours, donc et c'est vrai que c'est un vrai chemin d'audace. Entreprendre, c'est un métier à plein temps d'entrepreneur. Donc oui, c'est de l'audace. Et puis quand on voit après la réussite qu'il y a derrière, bravo encore une fois. Bravo. Merci. Donc, vous savez que vous avez envie d'autre chose, mais vous savez que vous ne savez pas forcément faire. Vous avez entendu parler de cette formation au CRA. Tout à fait. Racontez-nous, vous y allez, et justement, il y a un désistement pour la semaine d'après. Tout à fait. Donc, on avait déjà posé notre démission. Je suis allé voir une manifestation de l'école de chimie de Paris, où 4 repreneurs ont expliqué leur cheminement. Et les 4 ont commencé en disant « j'ai fait le CRA et ça m'a changé la vie ». Donc, quand je suis rentré le soir, j'ai envoyé un message à Éric et je lui ai dit « il faut faire le CRA ». Le lendemain, je suis allé au CRA à Paris et j'ai demandé à participer la prochaine session. Et ils m'ont dit « ah, bah ça tombe bien, puisqu'on a eu 2 désistements. La semaine prochaine, vous avez 2 places. Merci de donner votre chèque et c'est parti ».
Et ben, j'ai sorti mon chéquier, j'ai fait le chèque, j'ai fait l'adhésion pour moi et pour Eric, même si j'ai pas le droit, mais je l'ai fait quand même. Et la semaine d'après, on est parti faire cette formation à Nanterre, et bien nous en a pris, puisque on nous a, je pense, bien éclairé sur les difficultés, sur les enjeux, sur la procédure minimale qu'il faut faire pour arriver à quelque chose de correct. Michel, vous changez la vie des gens? Oui, enfin, changer, on accompagne des personnes qui ont envie de changer de vie. Je crois qu'il faut rester modeste dans notre rôle, même si on pense qu'il est quelque part assez significatif et assez important. Mais oui, on aide les personnes qui ont des vrais projets, qui savent prendre des décisions, comme Eric et Thierry, qui avaient déjà pris la décision de se rendre disponibles, qui est la première condition clé pour réussir un projet de reprise. Et puis, on les accompagne, on les rencontre, on discute, on échange sur leurs projets, on leur donne quelques idées, quelques analyses, mais c'est eux qui prennent toutes les décisions. On n'est pas là pour prendre les décisions à leur place. On est là simplement pour les faciliter et faire en sorte que leur projet se transforme en réalité de façon bien modeste, et on est ravis quand ils y arrivent. Et quand on a des personnes talentueuses comme Thierry et Eric, eh bien, on est assez confiant dès le départ, en fait. Au bout de 3 semaines de formation, forcément, on a les idées un petit peu plus claires. Et après, quand on va voir une banque, j'imagine que c'est plus rassurant aussi pour un banquier d'avoir quelqu'un en face de soi qui a les idées claires. Ah, exactement. Alors nous, on est partenaire avec le CRA, et c'est vrai que la formation CRA, donc on a l'habitude d'accueillir et de financer les repreneurs, mais c'est vrai que c'est important cette formation pour nous, et ça labellise pour nous. Donc c'est plus facile quand on prête, parce que une reprise, c'est important, c'est un projet de vie souvent, et il faut qu'on soit présent là-dessus. On est première banque des entreprises. Évidemment, on accompagne. Et nous, notre rôle, c'est que finalement, on veut que le dirigeant, le repreneur, il soit concentré à 100% dans sa reprise, et que finalement, l'aspect finance, on est là pour conseiller, l'aider, et que ça soit pas son sujet principal. Donc voilà. Et donc, vous reprenez Rochia. Ouais. Racontez-nous. L'annonce était là quand même depuis un petit moment. Tout à fait. Depuis quasiment 1 an. Vous êtes parisien. Là, on est au sud de Clermont-Ferrand. Alors, vous êtes déjà dans l'agroalimentaire. C'est également le cas de cette entreprise. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Ce qui a motivé notre choix, c'est qu'on voulait absolument faire quelque chose dans l'agroalimentaire. On voulait sur des produits sains, non transformés, ou le moins possible, sur un marché existant, où on sent une capacité de développement. Donc on voulait tous ces éléments-là. Rochia nous a paru le seul européen déshydrateur d'ail, avec une spécificité, une caractéristique, un savoir-faire unique. Donc ça nous intéressait. Sur un marché qui est énorme, le marché de l'ail déshydraté pour l'industrie agroalimentaire en Europe, c'est 50 000 tonnes. Donc c'est un marché qui est gigantesque, qui nous laisse des possibilités pour se développer infinies. Et il y avait donc, on est dans l'ère du temps. Les gens ont besoin de transparence, les gens ont besoin d'ingrédients de qualité, de produits qui soient sains, naturels, en relation avec l'agriculture. On est aussi dans la vague de la relocalisation. On est en train de mettre en place des filières, donc on fait travailler des producteurs pour nous, on leur donne des contrats, on leur assure une diversification, et donc ça fait travailler non seulement les gens chez Rochia, mais tout l'environnement. Et c'est pour ça qu'on est bien reçu et on est super bien accompagné par la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que on est pile poil dans ce qu'ils veulent développer. Le local, le transparent, le sain, le naturel, ça c'est vraiment ce qui marche. Primordial. Oui. Alors ça marche. Et effectivement, nous on est des banques régionales, donc accompagner, en tout cas valoriser cette audace, cette démarche, c'est hyper important. Et quand on voit l'actualité qu'on vit depuis quelques mois maintenant, c'est voilà, bravo pour la démarche, parce que encore une fois, c'est une démarche longue de réindustrialiser, de prendre finalement de remettre toute cette mécanique en marche de circuit court et de circuit local et de Made in France. Qu'est-ce qui faisait que Rochia n'avait pas trouvé de repreneur depuis 1 an ? Je crois qu'il n'y avait aucune alchimie qui s'était bien créée entre le cédant, son environnement, et puis des repreneurs
qui avait un vrai projet en tête, parce qu'avant de trouver Rochia, on a beaucoup échangé avec Eric et Thierry sur éventuellement, pas forcément d'autres affaires, mais sur la finalité de leur projet. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une bonne rencontre entre un cédant qui est sur un marché et puis les gens qui viennent, qui ne considèrent pas la reprise juste comme une opération financière, mais comme étant un projet industriel, un projet professionnel. Et ils s'étaient inscrits complètement dans cette logique de marché, dans cette logique de développement. Et c'est pour ça que ça a pris. Et je pense que ceux qui se sont présentés avant... Mais hélas pour eux, je dirais, tant mieux pour Eric et Thierry, ils n'avaient pas ce profil, ils n'avaient pas ce savoir-faire, ils n'avaient pas cette capacité de conviction, d'analyse, de prise de décision. Je me répète, mais depuis 10 ans que je suis au CERA, c'est probablement un des parcours les plus exemplaires que j'ai vus, et très rapide, en un an. Et il faut rappeler que chaque année, il y a de très nombreuses entreprises qui ferment parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Exactement. Alors, c'est des chiffres très compliqués à avoir parce que justement, mais c'est vrai que se dire que des entreprises disparaissent faute de repreneurs alors qu'elles sont saines, in bonis, qu'il n'y a pas de difficultés opérationnelles, financières, etc., c'est quand même une grande tristesse. Donc, je pense que c'est la vraie mission pour le coup du CRA fondamentale. Et effectivement, nous, Banque Populaire, on doit accompagner ça. Enfin, voilà, on doit accompagner les entreprises dans tous leurs moments. Mais pour redire, une reprise, c'est un projet de développement. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce projet-là, et là, formidable réussite. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Parce que c'était pas non plus gagner du gâteau. Loin de là. Il y avait des problèmes quand on s'est présenté. Et les avis qu'on a eus étaient pas tous favorables. Notre expert comptable, notre avocat nous disait attention, il y a quand même des zones qui sont pas très très claires, il faut faire gaffe. Donc, et vous y avez cru? Nous, on y a cru parce que on s'est projeté dans le futur. Alors, on s'est dit, effectivement, la situation n'est pas parfaite. Est-ce qu'on va trouver une situation parfaite? Je pense que non. Je pense que non. Donc, si on attend d'avoir une situation parfaite pour se lancer, eh ben, on retourne au salariat. Ça, c'est clair. Donc, oui, il y avait des problèmes. Oui, il y avait des situations qui n'étaient pas totalement claires, mais on s'est mis encore une fois autour d'une bière, un soir, avec toutes les informations qu'on a reçues de la part de nos avocats, de la part d'experts comptables, des audits qui ont été réalisés, parce qu'on a demandé des audits complémentaires. On s'est mis autour d'une table, on a regardé, on a dit oui, il y a des plus, oui, il y a des moins, qu'est-ce qu'on fait? Et le lendemain matin, on a envoyé notre... LOI avec effectivement le prix, les conditions. Donc la lettre d'intention. La lettre d'intention, tout à fait. Et c'est parti comme ça. Et dans votre projet, il y avait donc une dimension très importante, c'est la dimension RSE. Tout à fait. C'était effectivement dès le départ notre besoin. Alors, besoin fondamental, éviter les imports de Chine, puisque chacune des 50 000 tonnes qui vient de Chine a été déshydratée avec du charbon, puisque c'est quand même l'énergie principale qui est utilisée pour déshydrater ces trucs-là. Du transport maritime sur 20 000 km, et pour arriver en France et être utilisé par les industriels. Donc nous, on s'est dit, chaque fois qu'on enlèvera 1 kilo de ces bateaux, ce sera 1 kilo de gagné pour la planète. Deuxio, on a quand même une qualité qui est différente. On a une traçabilité qui est différente. On a une façon de cultiver en France qui n'est pas la même façon de cultiver en Chine. On a des contrôles et des possibilités et de la transparence. On est capable de savoir exactement où a été planté, récolté et traité les produits. Donc ça nous intéressait. Et on voulait aussi la partie humaine. Ce qui nous intéressait, c'était de donner la capacité aux gens pour lesquels qui avaient accepté de continuer à travailler pour nous, puisque c'est aussi ça, quand on reprend des gens, ils sont pas obligés de rester. Ils sont tous restés. Ils sont tous restés. Nous, on leur a dit, la première fois qu'on s'est présenté, on leur a dit, on gardera tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. On a licencié des gens aussi pour d'autres raisons, mais pas pour la raison initiale. On avait dit qu'on garderait tout le monde, et on a gardé tout le monde. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la façon de faire, on a formé les gens. Évidemment, on a formé à la sécurité, on a formé au travail, mais on leur donne la possibilité de contribuer au développement de la société. Parce que si on n'a pas eux, si on les a pas, on fera rien. Et sur la sécurité, justement, les conditions de travail, là aussi, vous avez fait des vrais gros investissements dans ce domaine-là. Alors,
L'hygiène au travail, on a dépensé quand même beaucoup d'argent. Parce qu'il faut rappeler quand même le contexte d'une usine qui déshydrate de l'ail, des oignons et des échalotes. Ça veut dire qu'il y a des fours, qu'il fait très chaud. Ça veut dire qu'il y a de la poussière. Oui. De l'humidité. De l'humidité. Donc tout ça... On pleure. On pleure très fort. Ouais. Et même à n'importe quel âge et avec n'importe quel sexe, on pleure, et ça c'est très facile. On a mis des extracteurs pour éliminer la chaleur et l'humidité. On a mis en place des systèmes de transport de matériel qui étaient manuels, qui sont plus manuels, qui sont maintenant automatique, c'est un grand mot, mais en tout cas sur roulette. Donc c'est pas la science très développée, mais ça marche. On a mis en place des pesons pour éliminer les pesées, des transports de matériel. Enfin, on a mis quand même beaucoup de matériel en place, aussi bien sur l'ergonomie que sur la sécurité et sur les qualités de travail, parce que c'est un travail pénible. Les gens qui travaillent en 3-8, donc la nuit, dans l'usine, il fait effectivement très chaud. Ou l'hiver, il fait même très froid. Mais près du four, il fait très chaud. Il fait avec une odeur qui est caractéristique de l'ail, mais quand même assez forte. Ça reste de l'ail. Ça reste de l'ail. Vous aimez pas tellement l'ail en plus? J'ai pas le droit de le dire, mais non, celui de Rochia, j'aime bien, mais okay. L'ail frais, c'est vrai que c'est pas mon fort. Il aime bien l'ail français, voilà. Mais oui. C'est audacieux d'avoir lancé tous ces travaux. Ah oui, enfin oui, très audacieux, parce que quand on fait une reprise, en général, on s'endette forcément, et la dette d'une reprise, une dette financière, c'est pas productif en soi, entre guillemets. Donc après avoir un projet de développement d'investissement, oui, intégrer une démarche RSE derrière, c'est du coup je rajoute de la dette. Juste après une reprise, oui, c'est très audacieux parce que on prend encore plus de risques. Hein. L'entrepreneur prend des risques, mais là, ils en ont pris beaucoup. Mais la réussite était là. Et c'est vrai que on parle du coup quand on parle de RSE, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui ont montré une causalité entre une démarche RSE et une performance financière de l'entreprise. Là, c'est au rendez-vous, donc c'est plutôt bien. Mais en tout cas, le pari qu'ils ont, que Thierry et Eric ont pris. Ce qui était audacieux, ce qui était important, c'est de se dire, si j'ai pas cette démarche-là, peut-être que je vais mettre en péril finalement l'avenir de la société. Et voilà, c'est aussi nous notre conviction, et ça a été plutôt très payant. Et je pense qu'en plus, au jour d'aujourd'hui, avoir à faire du Made in France, réintégrer tout ça et faire des économies d'énergie, là, ça prend encore tout son sens. Donc, bravo. On peut pas se permettre, nous, on est cher. On vend des produits qui sont chers, donc déjà il faut une qualité. Entre 3 et 4 fois plus cher que les produits chinois. Tout à fait. Tout à fait. Ça représente peu de centimes au kilo de produits finis, mais quand même, c'est beaucoup plus cher que le produit chinois. Donc c'est pour ça que les acheteurs sont pas mes grands amis. Mes grands amis chez les clients, c'est qui? C'est la direction générale, le marketing et la RSE. C'est eux les 3 donneurs d'ordre qui vont faire que ça va percoler à travers la société, et puis ça va arriver jusqu'à la recherche et développement qui va demander des échantillons, et après ça arrive aux achats où ils n'ont plus tellement le choix, puisque c'est comme ça. Donc effectivement, la partie RSE pour nous est fondamentale. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire ou de le faire ou faire semblant. Là, c'est soit on le fait correctement, soit on le fait à fond, soit on le fait parce qu'on y croit. Et après, effectivement, il y a des bénéfices, mais c'est pas grâce aux bénéfices ou à cause des bénéfices qu'on va faire cette démarche-là. On l'a fait parce qu'on y croit. Et après, évidemment, on est dans une situation où, quand on regarde les gens en face, ça marche. Michel, vous avez senti vraiment cette énergie, cette passion tout au long des étapes du projet. C'est clair. J'ai pas senti l'ail parce que j'ai pas eu le plaisir d'aller avec eux sur site. D'ailleurs, quand ils sont venus de leur première visite, j'ai dit comment ça s'est passé. Ils m'ont dit, on a pleuré. C'est la première fois que je voyais des repreneurs qui revenaient d'une visite, d'un cédant et qui pleuraient. Non, moi j'ai tout de suite vraiment senti je fais que me répéter, mais c'est ce sens de l'organisation, cette volonté de faire aboutir leur projet, et puis cette adéquation entre leur projet professionnel et le marché qui pouvait s'offrir à eux au travers de ce rachat. Ils m'ont expliqué, j'ai tout appris et tout oublié depuis, puisque ça fait maintenant presque 4 ans, mais qu'effectivement, ils représentaient que 10% de la production européenne. Non, on est à moins de 1%. Moins de 1%. Voilà, je me suis trompé d'échelle. Donc, quand vous avez une reprise qui se projette dans un tel marché, vous dites qu'avec un peu de talent, ils en ont beaucoup,
il y a vraiment de la place pour du développement. Il y a vraiment des parts de marché à prendre, et en plus, le local, le Made in France commençait à monter. Donc, oui, et puis leur énergie, voilà ce que j'ai senti, et on a beaucoup échangé, hein, et je pense que j'ai senti que leur projet, il allait bien se mener, il allait aller au bout, et très vite. Et là, le local, ça voulait dire Clermont-Ferrand, Issoire plus particulièrement. Vous étiez tous les deux parisiens. C'est aussi un vrai choix de vie qui se cache derrière tout ça. Alors pas pour vous, c'est votre associé qui est parti. Tout à fait. Son fils était en terminale à l'époque. Son fils était en première et devait rentrer en terminale. Et donc, il a été faire sa terminale à Clermont-Ferrand. Donc, il était content ? Je sais pas, faudrait lui demander. Est-ce que non, mais j'imagine que c'est pas évident. On est en terminale, on quitte tous ses copains. Papa, t'es gentil, mais bon, c'est vrai. Il y a toujours cette composante familiale dans tous les projets. Ils se font pas tout seuls d'un futur dirigeant. C'est un vrai problème. On fait pas une reprise sans sa famille, sa femme, ses enfants. Et donc, il faut qu'il soit partie prenante dès le début et qu'il sache exactement ce que ça veut dire. Et ça veut dire que les projets s'arrêtent très rapidement pour un certain nombre de personnes, puisque si on est obligé, si on a des besoins qui sont incompatibles avec le projet, ça s'arrête tout de suite. Non, Eric et Corinne, sa femme, voulaient sortir de Paris. Donc c'était un besoin, c'était une volonté. Et comme on s'était fixé un marché très serré sur l'agroalimentaire de qualité, sain, ça restreignait très fortement notre habilité à trouver une cible. Donc il fallait ouvrir sur la France entière. Donc c'était impossible de dire je reste sur Paris et je fais des produits sains, naturels, liés à l'agriculture. Bon, Paris c'est bien, mais l'agriculture c'est ailleurs. On embarque toujours toute sa famille dans une aventure comme ça. Oui, un projet d'entrepreneur, il faut absolument embarquer sa famille parce que sinon, Thierry l'a très bien décrit, ça met des difficultés. Donc, c'est important de bien prévoir tout ça et de l'anticiper. Donc, le chiffre d'affaires, votre objectif, c'est faire x2 en 5 ans. Là, vous avez déjà fait plus 27% en 2 ans. Ouais, pour être précis, 27%. Bon, j'arrondis à 30%, mais on a fait plus de 27%. Cette année, on va continuer sur la lancée, et au bout de 5 ans, on aura bien doublé. Si ça continue comme ça, au bout de 4 ans, on aura doublé. Donc, ça marche bien. On est aidé par la situation. La situation en Chine n'est pas facile, donc les gens qui importent ont quelques difficultés. Ça fait réfléchir. Et le coût du transport. Le coût du transport, un container est passé de $500 à $10 000. Donc effectivement, c'est plus du tout la même chose. Ça reste toujours relativement négligeable, hein. Ça comble pas le x3 entre le produit chinois et le produit français, mais ça fait réfléchir. Et puis surtout, vous savez pas quand vous aurez votre produit. Bon, très bien. Donc ça nous arrange. Le Covid nous a aidé aussi, puisque là aussi, c'est encore une fois des produits sains, des produits locaux, des produits dont on sait d'où ils viennent. Une lauréate me disait que le local, finalement, c'était une vague encore plus gigantesque que la vague du bio, par exemple. C'est ce que montrent les chiffres, oui, effectivement. Les deux sont pas incompatibles. On peut faire du bio local. C'est notre deuxième. Une fois qu'on aura fait. On est encore plus cher. Bah oui, c'est normal. Évidemment, les rendements sont inférieurs, donc il faut en tenir compte. Il y a beaucoup plus de risques pour le producteur. Donc effectivement, il faut en tenir compte. Ce sera pas au même tarif, c'est clair. Mais ceci dit, il faut savoir ce qu'on veut. On veut vraiment œuvrer pour l'environnement. J'ai travaillé 25 ans chez Rhône Poulenc et je sais exactement ce que c'est les pesticides. C'était ma spécialité. J'ai baigné dans les pesticides pendant 25 ans, donc je sais ce que c'est. C'est nécessaire, mais ça a des conséquences pour les paysans, pour les consommateurs. Il faut faire en sorte que ces conséquences soient les plus limitées possibles. Vous êtes fiers, j'imagine, tous les deux, de remettre ce prix à une entreprise comme celle-là, forcément. Très fier, parce que voilà, on l'a dit, c'était de l'audace. Et encore, il a pas tout dit, parce que dans sa démarche RSE, il a aussi associé les salariés avec la mise en place d'intéressement, etc. Enfin, c'est vraiment, la RSE, c'est un tout. Et c'est vrai, de faire toute cette démarche-là au moment d'une reprise avec un projet de développement, nous on est très très fiers de ça et puis en plus très convaincus de la démarche. Donc et quand ça réussit, c'est encore mieux. Donc bravo et voilà, faut doubler dans 5 ans, c'est ça. Et le côté CERA, quand
Quand on a accompagné une telle équipe, bien sûr qu'on est fiers. Et puis on est surtout très fiers de les retrouver 3 ans après, encore aux manettes de l'entreprise, avec des réalisations, du développement et de l'amélioration de tout ce qu'on a évoqué. Et puis de savoir qu'ils sont en ligne avec leur plan, c'est-à-dire de faire x2 en 5 ans. Et Thierry a dit ce sera peut-être en 4. Donc on ne peut être que très très fiers et les féliciter effectivement de ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. On a décidé il y a un mois qu'on va transformer la société en société à mission. Donc on va changer les statuts, on va mettre en place les modifications nécessaires, les audits, parce que effectivement, ça nous paraît naturel et important de... Société à mission. Société à mission, ça veut dire que l'argent c'est bien, mais c'est pas tout dans la vie. Qu'il y a autre chose, et autre chose c'est les gens, l'environnement, la société. Et donc on va inscrire dans les statuts de la société que notre but est de survivre, donc de faire de l'argent, mais s'il n'y a pas que ça dans la vie, et on s'engage à ce que toutes nos actions, tous nos investissements aient une composante RSE, soit pour les personnes, soit pour l'environnement, soit pour les clients, évidemment, puisqu'on travaille toujours de concert et on peut faire tout ce qu'on veut, mais sans client, on fera pas grand-chose. Donc oui, on va changer. Alors, on ne s'est pas encore mis de date, mais la flexibilité du concept entreprise à mission nous a bien plu. Merci beaucoup Thierry Sclapari, donc co-gérant de Rochia, lauréat du trophée du reprenariat dans la catégorie, on l'a compris, dans la catégorie RSE. Merci beaucoup Jérôme Lamotte, directeur du marché des entreprises et des ingénieries chez Banque Populaire, et merci Michel Nicolin, merci à vous, délégué du CRA. Merci.